Sous un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 13 avril 2026. Et donc, voici une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller, libre penseur de Dordogne. Je vais commencer cette chronique par une nouvelle triste, la disparition de notre ami Jean-Marc Reynaud. Et en hommage à Jean-Marc Reynaud, je vais vous lire deux textes. L'un qui est l'hommage rendu par la Fédération nationale de la libre pensée à Jean-Marc Reynaud, et un deuxième de la Fédération anarchiste. Donc voici le texte rédigé par Christian Echen pour la Fédération nationale de la libre pensée. In memoriam, Jean-Marc Reynaud. C'était un ami, un pote, un compagnon et un camarade. Il était libertaire et anarchiste, jusqu'au tréfonds de la moelle. On s'était rencontrés un peu par hasard, mais le hasard existe-t-il vraiment ? On s'est croisés plutôt dans ce que disait Hegel quand le contingent réalise le nécessaire. La rencontre devait avoir lieu nécessairement, elle était inscrite dans l'air du temps et elle eut lieu. Elle fut féconde, mutuellement féconde. Cette amitié naissante a été nourrie par des échanges mutuels, où à force de se frotter, on sentit une vraie symbiose, une pensée commune. On s'est reniflé un bon moment, comme le font nos amis les chiens. On avait aussi cet amour-là en commun. Il était venu chez moi à Paris pour participer à ma demande à un documentaire trotskiste pour donner son point de vue libertaire sur la révolution d'octobre. On a mangé ensemble. Il ne détestait pas les plaisirs de la table, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Je l'avais déjà vu quand il m'avait reçu auparavant chez lui, est-il à l'île d'Oléron. Il avait dormi chez nous et avait été immédiatement adopté par ma chienne Pépette, qui dormit avec lui sur son lit. Quand on aime les animaux, on ne peut pas vraiment détester les humains, même si certains le mériteraient, mais les chiens jamais. Moi, je n'entends pas parler de moi. Je préfère lui laisser la parole encore une fois. Il avait accordé une interview à La Raison en 2016, et le mieux est pour le présenter, c'est de le laisser faire et dire. Je m'appelle Jean-Marc Reynaud, j'ai 69 ans, à l'époque. Dans une vie antérieure, j'étais intendant dans un collège. J'habite l'île d'Oléron. Je milite à la Fédération anarchiste depuis le début des années 1970 et à la libre pensée depuis une petite dizaine d'années. Je suis le cofondateur de l'école libertaire Bonaventure, libertaire, laïque et gratuite, ce qui nous a valu en 2004 4 jours et 4 nuits de garde à vue antiterroriste pour avoir scolarisé les fils de militants d'ETA. Dernièrement, je me suis fait remarquer en écrivant au président de la République pour lui demander de me déchoir de la nationalité française pour X et Y raisons de l'actualité du moment. Je passe donc pour un mauvais sujet. En tant que libertaires, nous bouffons du curé, du rabbin, de l'imam tous les jours. Pour autant, nous estimons qu'une société libertaire n'a pas à être une société ethniquement pure, peuplée uniquement de libertaires, c'est-à-dire d'athées. Qu'elle fonctionne d'une manière libertaire nous suffit amplement. Dans cette optique, la rencontre avec la libre pensée était mathématique. La libre pensée, qui est anticapitaliste, antimilitariste, anticléricale, est également porteuse d'une société laïque. Nous sommes donc faits pour nous entendre. Je suis d'abord et avant tout un révolté. Je ne supporte ni l'insupportable ni l'intolérable. Je suis ensuite et en même temps un militant d'une révolution sociale. L'anarchisme et le marxisme ont tous deux échoué, c'est un fait. Pour autant, les deux cousins germains du communisme n'ont pas dit et fait que des conneries. Les deux ont des choses à dire et à faire dans le désastre sociétal actuel, pour peu que les uns et les autres reconnaissent leurs erreurs respectives. Pour peu que les uns et les autres admettent l'évidence qu'ils ont plus de convergence que de divergence, pour peu qu'ils tirent les conséquences de leur présence commune dans les luttes d'aujourd'hui. Oh, bien sûr, il y a de sérieux contentieux entre les uns et les autres, et il faudra les aborder. Mais personne n'est responsable de ses parents, et le présent implique de distinguer entre l'essentiel et l'accessoire. Séparément, nous ne sommes plus rien. Ensemble, ça ne peut être que mieux. D'ailleurs, nous sommes déjà ensemble dans les luttes. Alors comment faire avancer les choses ? Je ne crois pas à un cartel d'organisation. Toute institution vise à se pérenniser. Et de ce point de vue, toute organisation, à quelque exception près, refusera toujours le suicide.
Alors j'en appelle à l'unité à la base, j'en appelle au peuple libertaire et marxiste, débattons. Voyons ce que nous pouvons faire, ensemble, et faisons. Nos maisons mères vont faire la gueule, ce n'est pas bien grave. Nous allons inventer de nouveaux modes de réflexion et d'organisation. Nos maisons mères n'y pourront rien et n'auront d'autre choix que de s'y rallier. La libre pensée est un laboratoire de cette démarche. Que Dieu lui prête vie. C'est une blague, évidemment. Voilà ce que disait donc de lui-même Jean-Marc Reynaud. Et donc Christian Hachel reprend. Pour nous deux, la chimère d'une fusion organisationnelle entre les trotskistes et les anarchistes était une pure errance de la pensée. Chacun devait rester ce qu'il était, car nous ne sommes pas ce que nous sommes par hasard, mais plutôt par nécessité. Mais en quoi cela interdirait-il un rapprochement et des actions communes ? L'Espagne rouge et noire de 1936, 1937, 1938 en avait fait la démonstration plus qu'évidente. Nous sommes tous, selon sa formule, des révolutionnaires sociaux. Alors pourquoi ne pas agir ensemble sur un certain nombre de choses ? J'avais été frappé parce qu'il avait écrit dans son texte « Unité pour un mouvement libertaire », où il démontrait que la rencontre mutuelle pouvait faire que 1 + 1, cela pouvait faire 3 par la dynamique engendrée. Il était plutôt synthétiste qu'individualiste ou communiste libertaire. Mais il m'avait parlé avec intérêt, c'était le premier à l'avoir fait, de la plateforme d'Archinov. Cela m'avait sacrément intéressé, cela n'a jamais cessé de me trotter dans la tête. C'est pourquoi il y a dans cet hommage un article sur cette question éminemment importante et qui concerne, ou qui devrait concerner, au plus haut point, celles et ceux qui se réclament de l'anarchisme et du marxisme. Jean-Marc avait souhaité le co-signer avec moi, ce qui était important pour nous deux comme une marque d'une symbiose et d'une amitié. Nous discutions beaucoup de manière épistolaire. Quand j'avais rédigé une recension d'un ouvrage des éditions libertaires sur Max Stirner, le théoricien de l'anarchisme individualiste, il m'avait écrit « J'ai particulièrement apprécié ta quête du couple, individu et société. Pas moi contre nous, pas nous contre moi et nous et moi. Je suis depuis toujours dans cette quête du Graal. Je pense que nous sommes en accord sur cet essentiel, chacun mettant peut-être un peu de plus l'accent sur l'un des aspects de cette quête, mais les deux en recherche d'une complémentarité toute d'équilibre selon les circonstances. Bien sûr, canard, je ne refuse pas par principe la problématique du pouvoir, de la violence et de la militarisation, à condition de ne pas s'y enferrer, donc momentanément. Et donc Christian Hachel reprend. Il m'a dit plusieurs fois, pour marquer son refus du sectarisme imbécile de certains, qu'il avait lu et qu'il avait été intéressé par les écrits militaires de Léon Trotsky. Le refus et le rejet du sectarisme étaient aussi devenus un de nos nombreux points communs. Nous étions tout à fait d'accord pour refuser dans tous les camps ce qu'il appelait les brontosaures, et moi les khmers rouges, noirs ou verts selon les camps. Pour conclure cet hommage, je pense que nous avons avancé de concert pour une plus juste compréhension des voies et des moyens à entreprendre pour continuer sur le chemin commun. Il a fallu écarter bien des scories d'imbécilité distillées par des staliniens, en reconversion pour complaire à la réaction qui pensait qu'il suffisait de dire à l'oreille de libertaires Makhno, Kronstadt, Trotsky pour que la polémique enfle et que rien ne se fasse en commun. Mais à qui le crime profitait-il ? Nous avons avancé sur le chemin de possibles convergences ponctuelles, même s'il reste quelques scories qui sont toujours là pour nous rappeler en permanence les abîmes de la bêtise humaine, contre laquelle Schiller se plaisait à dire que contre elle, même les dieux combattaient en vain. Le plus bel hommage que nous pouvons rendre à Jean-Marc Reynaud est de poursuivre sur ce chemin, et nous verrons bien où il nous conduira. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer, disait Charles le Téméraire, repris ensuite par Guillaume le Taciturne. Ne soyons pas taciturnes, mais restons téméraires. Salut et fraternité Jean-Marc, Christian Hachel. Voilà, donc ça c'était le texte de Christian Hachel en hommage à Jean-Marc Reynaud. Et voici donc celui de la Fédération anarchiste. Jean-Marc, la lutte continue. Jean-Marc n'a pas toujours été un vieil emmerdeur. Il a commencé par être un jeune emmerdeur. Dès le lycée, il monte avec ses copains du Café de la Paix un groupe d'expression autour de la laïcité. Une thématique qui ne le quittera jamais. Son engagement rationaliste de libre penseur est incontournable. Avec ce groupe d'amis, il s'engage aussi dans la lutte antinucléaire contre la centrale de Braux et Saint-Louis, ou encore contre un projet nuisible de construction d'autoroutes. Peu de gens le savent.
Mais quand il s'inscrit à la fac de droit de Bordeaux, c'est avec l'intention de devenir commissaire de police. Fort heureusement, un vent d'émancipation souffle alors sur le printemps de 1968 et Jean-Marc se lie d'amitié avec Sanchez et Jean Baruy. Les années 70 seront celles de la confirmation de ses engagements libertaires. C'est à cette période qu'il rejoint la Fédération anarchiste, tient des permanences sur Rochefort, milite en faveur de la contraception masculine en général et de la vasectomie en particulier. Parallèlement, il rejoint l'Union des crématistes et leur journal La Flamme, faisant la promotion de la pratique de la crémation. Il n'était pas en avance sur son temps était en retard sur lui. Une fois la pompe amorcée, il théorisera et mettra en pratique une vie de lutte continue durant laquelle il aura à cœur de créer des alternatives en acte à ce monde auquel il refuse de se soumettre. Les colos de Tonton Bakounine, la crèche autogérée, l'école libertaire, Bonaventure, etc. occuperont le temps de cet éducationniste convaincu qui, non content de faire, écrira également de nombreux textes, plus de 600 répertoriés à ce jour, dans divers journaux et revues militants. J'aurais toujours voulu être éditeur, confiera Jean-Marc à son compagnon de route Jean-Claude Richard. Sur les conseils de ce dernier, et après s'être chargé des éditions du Monde libertaire, il fondera les Éditions libertaires qui publieront plus de 250 ouvrages et remettront des années durant le prestigieux prix Ni Dieu ni Maître. Cette maison d'édition existe toujours et est une référence de l'édition anarchiste francophone. De nombreuses voix d'auteurs se joignent à la nôtre pour exprimer leur tristesse. Malgré le grand échec de sa vie, à savoir la réalisation de l'unité au sein du mouvement libertaire, Jean-Marc ne désarmera pas et continuera inlassablement à défendre un humanisme non négociable. Ainsi, quand l'abject Manuel Valls mettra à l'ordre du jour la déchéance de nationalité sous la présidence Hollande, il demandera publiquement à en être lui-même déchu. La presse locale s'en souvient encore. Jean-Marc avait sa carte de citoyen du monde qui ne manquait pas de pointer sous le nez des flics, toujours prompt à réprimer la liberté des peuples. Aujourd'hui, un grand homme nous quitte, mais ses combats et convictions ne seront ni oubliés ni abandonnés. Nous sommes tous des rénaux féroces. La Fédération anarchiste, Chancre, Saint-Georges-d'Oléron, mercredi 8 avril. Voilà, donc c'était l'hommage rendu par la Fédération anarchiste à ce grand ami Jean-Marc Reynaud. Je voudrais maintenant en venir à une initiative que prend le groupe Fred Zeller pour le 22 avril, donc c'est-à-dire mercredi de la semaine prochaine. Le groupe Fred Zeller organise une réunion débat sur le sujet impérialisme et démocratie en Afghanistan, donc mercredi 22 avril de 17h30 à 20h à la Maison des Associations de Périgueux. En sous-titre, on peut dire « Après que l'armée US a quitté l'Afghanistan, les talibans reprennent le pouvoir en 2021. La présence américaine garantit-elle la démocratie en particulier et la liberté des femmes ? En analysant l'histoire de ce pays, nous essaierons de comprendre comment on en arrive là et où va la guerre au Moyen-Orient et ailleurs. » Donc nous vous invitons à venir participer à cette réunion débat, je rappelle, mercredi 22 avril à la Maison des Associations de Périgueux, c'est cours Fénelon, de 17h30 à 20h. Et j'en arrive maintenant à vous proposer la lecture d'un texte de Jean Bobéro, qui a été publié dans le Club Mediapart et dont le titre est « De Petit Trump laïque ». Dans une tribune publiée par l'hebdomadaire Marianne sur l'avenir de la laïcité, je fais, dit Jean Bobéro, l'objet de nouvelles accusations à propos de la laïcité. La Vigie de la laïcité et moi-même réussirons à démonétiser la laïcité républicaine. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Aline Girard écrit une tribune, entre guillemets, publiée par l'hebdomadaire Marianne sur l'avenir de la laïcité où, pour la énième fois, les mêmes accusations sont portées à mon encontre. Les propos fallacieux acquérant de la validité par leur répétition à l'infini. Dans le cas présent, voici ce qu'elle écrit. Des rencontres réunissant responsables politiques et religieux ont promu une vision de la laïcité réduite à un outil de coexistence pacifiée entre croyances.
Cette relecture n'est pas neutre et ce glissement n'est pas une maladresse. Il substitue au principe constitutionnel de séparation un modèle concordataire de reconnaissance et de collaboration politique en phase avec les thèses défendues par Jean Bobéro ou Philippe Portier. Être laïque consisterait alors à organiser le dialogue des convictions sous l'égide des pouvoirs publics, autrement dit faire entrer les religions dans l'espace institutionnel au nom même de la laïcité, ce qui en constitue une inversion profonde, tout en faisant fi des sans religion, pourtant majoritaires dans la population. En 2023, 56% des Français déclarent ne pas croire en Dieu, contre 20% en 1947. Jean Bobéro et indique « Je laisse Philippe réagir pour ce qui le concerne. Pour ma part, afin que lectrices et lecteurs puissent forger leur propre jugement, je vais citer des extraits du programme républicain pour refonder la laïcité que je proposais tout au début de 2012 dans mon ouvrage « La laïcité falsifiée » pour contrer, lors de la campagne des élections présidentielles, la nouvelle laïcité captée par la droite et l'extrême droite. Marine Le Pen venait de s'emparer de ce terme. Voici ces extraits. D'abord, recentrer la laïcité sur l'État laïque. Ensuite, veiller à ce que les mêmes règles régissent les différentes religions et convictions. Troisièmement, redonner à la laïcité son véritable sens, aucune officialité religieuse ou convictionnelle, mais un épanouissement des libertés laïques pour tous. Enfin, tendre à un équilibre entre les finalités de la laïcité, liberté de conscience et égalité des droits, et ses moyens, séparation et neutralité arbitrale, et bien relier les moyens aux finalités. Et Jean Bobéro poursuivait dans ce livre, la première série de mesures consistera à remettre au cœur de la laïcité de nouvelles libertés laïques liées à la séparation de la loi civile avec des normes religieuses et morales particulières. La possibilité du mariage entre personnes de même sexe, l'autorisation de la recherche sur les cellules souches et plus généralement les avancées en matière de bioéthique, le droit de mourir dans la dignité par la possibilité de choisir l'euthanasie en constituent aujourd'hui les principaux points. Bien sûr, ces lois obligeront certaines religions à admettre des libertés nouvelles qui peuvent les choquer. Mais c'est précisément sur le terrain de la liberté que la laïcité s'impose aux religions, non sur celui d'une répression ciblée ou générale. La laïcité signifie qu'il n'existe pas d'ordre symbolique éternel intangible, à chaque époque de construire sa propre vision des limites. Ainsi, on peut dire que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, ADMD, créée en 1980, mène un nouveau combat pour la liberté de conscience. Il s'agit d'une lutte très analogue à celle revendiquant le droit de mourir sans enterrement religieux, qui a constitué un des grands combats laïques au XIXe siècle. On ne pourra plus faire silence sur les dérogations concernant la laïcité qui existent en Alsace-Moselle. Il ne s'agit pas de normaliser autoritairement et du jour au lendemain les 3 départements de l'Est, mais plutôt d'initier un processus en concertation avec les populations concernées. L'échéance pourrait en être fixée à 2019, année du centenaire du retour à la France des provinces, donc perdu, entre guillemets, en 1971. Je rappelle que ces lignes datent de, je crois, 2012, dans un ouvrage écrit donc par Jean Bobéro. Et Jean Bobéro poursuit, « Plusieurs initiatives sont à retenir pour que les convictions philosophiques non religieuses soient traitées à égalité avec les religions. Paradoxalement, cela n'est souvent pas le cas en France. Le succès d'une requête de l'Union des athées auprès de la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé. Ainsi, on diffuse le dimanche matin à la télévision des émissions religieuses sur le service public, mais jamais aucune émission pour les convictions non religieuses. Voilà qui est anormal. De même, la liberté laïque n'est pas complète tant que des conseillers humanistes ne sont pas mis à la disposition de ceux qui veulent bénéficier d'un vis-à-vis pour réfléchir au sens de la vie en dehors des traditions religieuses, dans les hôpitaux, les prisons, à l'armée, les internats des écoles. La partie de l'article 2 de la loi de 1905 sur les aumôneries doit s'élargir aux convictions non religieuses. Régulièrement, des municipalités subventionnent des expositions bibliques organisées par des groupes œcuméniques, arguant que la Bible fait partie du patrimoine culturel.
cela suppose que ces mêmes municipalités soient prêtes à subventionner également une exposition préparée par la Fédération nationale de la libre pensée sur la critique de la religion. Cette critique fait tout autant partie du patrimoine culturel. Le 11 juillet 2011, le Conseil d'État a déclaré licite la mise à disposition d'un local à une association cultuelle à condition qu'elle ne soit pas pérenne et exclusive. J'ajoute qu'il serait bon de mettre à disposition dans les mêmes conditions un local à un groupe d'union rationaliste pour mener une réflexion sur le rationalisme d'hier à demain. Aucune famille de pensée ne doit être officielle. Toutes doivent bénéficier d'une liberté concrète, égalitaire. La société a d'ailleurs culturellement intérêt à l'existence de multiples expressions qui relèvent d'une autre logique que celle des valeurs marchandes et de la dilution du sens. Fin de citation donc de cet ouvrage de Jean Bobéro datant de 2012. Voilà qui est clair et net et que je signe toujours. Bon, poursuit Jean Bobéro. J'avais d'abord prévu de citer également d'autres ouvrages où des propositions analogues sont exprimées en faveur des convictions irreligieuses. Entre autres, le livre « La laïcité » expliqué à Nicolas Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours. Donc, c'est publié chez Albin Michel en 2008. Ou bien les actes du colloque international Les religions dans la cité, organisé en 2016 par la Fédération nationale de la libre pensée. Je conclus ainsi mon intervention dans ce colloque. Nous assistons au fil des décennies à une diminution de la séparation. Alsace-Moselle, tentative de subvention, diverses réofficialisations feutrées, telles des cérémonies œcuméniques ou la participation de ministres à des cérémonies de canonisation. Et dans un autre domaine, loi Debré et ses suites, et un glissement de la neutralité de l'État aux citoyens. Ces changements induisent une restriction de la liberté de conscience dans un contexte général d'atteinte aux libertés publiques. Fin donc de citation là, de cette conclusion que donnait Jean Bobéro dans le colloque de la FNLP. Jean Bobéro poursuit. Ou encore, c'est la reprise de la phrase précédente, mon ouvrage récent de 1882-1905 ou la laïcité victorieuse. Mais je ne veux pas perdre trop de temps à répondre à de telles falaises, ni fatiguer les lectrices et lecteurs. Les extraits de mon programme de 2012 me semblent suffisants pour montrer à quel point l'accusation de prôner un modèle concordataire, de vouloir faire entrer les religions dans l'espace institutionnel au nom même de la laïcité, tout en faisant fi des sans-religions, pourtant majoritaires dans la population, pour reprendre donc les termes de l'accusation d'Aline Girard, est proprement hallucinante. Mais plus c'est gros, plus cela passe, comme le pratique Trump. Je conclus donc par 3 remarques. Bien sûr, il existe des divergences d'approche de la laïcité entre Aline Girard et consorts et moi-même et mes amis. Elles portent notamment sur le glissement de la neutralité de l'État, tel que défini par la loi de 1905, vers une neutralisation du religieux, enfin d'une certaine religion, alors que le catholicisme est souvent officieusement plus ou moins réofficialisé comme culture identitaire, crèche, statut, etc. Mais il faut que ces personnes soient bien peu sûres d'elles pour, au lieu de débattre de ces divergences, et n'est-ce pas logique en démocratie laïque d'en avoir, de fabuler de la sorte. Ces tristes individus croient-ils eux-mêmes à leur propre falaise? A priori, cela semble difficile à admettre, mais j'émettrai l'hypothèse que, faute de lire mes livres et ceux d'autres chercheuses et chercheurs, ils se lisent entre eux, et les inepties des uns ont une valeur de preuve pour les autres, et réciproquement. En tout cas, pour ce qui concerne, dans le texte d'Aline Girard, les soi-disant thèses défendues par Jean Bobéro et Philippe Portier, un lien est fait avec un compte-rendu d'un ouvrage collectif que nous avons co-dirigé, La sécularisation en question, religion et laïcité au prisme des sciences sociales. Donc ça a été publié Classique Garnier en 2019. Or, d'une part, ce compte-rendu ne dit pas un mot que nos contributions personnelles à ce livre. D'autre part, ma contribution s'intitule « La sociologie de la laïcité, dépassement de la sociologie de la religion », avec un point d'interrogation. Elle met en cause le fait que ceux qui ne se reconnaissent pas dans les systèmes religieux soient qualifiés d'incroyants, donc en termes de manque, et que la sociologie de la religion se soit construite sur le postulat implicite que la religion constitue un phénomène universel. Encore complètement raté. Ce qui me semble frappant,
à la relecture du programme rédigé il y a maintenant 15 ans, ce qui correspond à 3 présidentielles, c'est que les mesures qu'il préconise sont toujours d'actualité, à l'exception de la loi sur le mariage de personnes de même sexe. Ainsi, je proposais de prendre le temps de la concertation pour abolir le concordat en Alsace-Moselle et mettais comme échéance 2019. Ainsi, il n'y a toujours pas d'émission dédiée aux convictions philosophiques le dimanche matin, à côté des émissions religieuses, à la télévision publique. Ainsi, il n'y a toujours pas de conseillers humanistes à côté des aumôniers dans les prisons, à l'hôpital, à l'armée. Ainsi, la loi sur la fin de vie n'est toujours pas votée, etc., etc. Et Aline Girard prétend que je fais fi des sans-religions, alors que c'est juste l'inverse. Mais contrairement à moi, elle ne propose aucune mesure concrète pour arriver à une égale liberté de conscience. Autrement dit, en réalité, c'est elle qui fait fi. Elle préfère passer son temps, et me faire perdre le mien, à écrire des mensonges sur mon humble personne et sur des organismes comme la Vigie de la laïcité, qui réussiraient, selon Aline Girard, à démonétiser la laïcité républicaine, plutôt que de lutter avec moi, avec nous, pour les droits des dits sans religion. Lamentable. Voilà. Et donc ça, c'était la conclusion de l'article de Jean Bobéro, qui a été donc publié sur Mediapart. Alors, je voulais commencer, vous lire un autre texte là, qui est en fait la préface du livre de Jean-Michel Ducomte et Jean-Marc Roiran, La liberté de s'associer, qui est un texte extrêmement important. Donc, j'en ai pas le temps parce que c'est quand même assez long, hein, et ça sera l'objet d'une prochaine chronique. Donc, je vous propose donc pour aujourd'hui d'en rester à ce texte de Jean Bobéro, tout en rappelant que le 22 avril se tiendra donc à la Maison des associations de Périgueux une conférence organisée par le groupe Frézeller Libre Pensée de Dordogne sur le sujet que je vous redonne donc, impérialisme et démocratie en Afghanistan, mercredi 22 avril de 17h30 à 20h à la Maison des associations de Périgueux. Venez nombreux. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient,